Nathalie, vous avez la parole. Merci beaucoup Jean, merci de cette invitation et je suis évidemment ravie de voir autant de monde ici et je voulais aussi profiter de cette occasion pour saluer le beau travail des libraires qui sont là-haut. Et je vais commencer par essayer de dissiper un possible malentendu concernant ce que j'ai à dire sur l'identité. Je suppose que certains d'entre vous attendent que j'explique que l'identité n'existe pas, car elle n'est pas une donnée factuelle, quelque chose qui serait là, quelle que soit la conscience que nous en avons, et avant même que nous en ayons conscience. Elle serait plutôt une construction sociale, donc quelque chose de plus ou moins arbitraire et illusoire. Ainsi, on pourrait aisément s'en passer. Alors, ce que je viens de vous donner là, c'est la version constructiviste, ou si l'on préfère postmoderne, selon laquelle tout serait socialement construit. Une version qui est très en vogue aujourd'hui dans le monde des idées, et je ne parle pas ici de l'excellent supplément de notre quotidien préféré. Elle a sa part de vérité, en ceci que l'identité n'est pas une réalité factuelle, je vais y revenir, mais cette version constructiviste a aussi sa part de naïveté, voire de déformation idéologique, en ceci que l'identité existe bien, qu'elle a sa nécessité, et que nous ne pouvons pas nous en débarrasser d'un simple claquement de doigts constructiviste, car elle existe à titre de représentation mentale, une représentation collective, ou en tout cas plus ou moins partagée. C'est que le monde social n'est pas fait que de réalités effectives d'un côté et d'illusions, voire de mensonges de l'autre. Entre ces deux extrêmes existe une large étendue dévolue aux représentations, ou à ce que le philosophe Cornelius Castoriadis nommait l'institution imaginaire de la société. Or, ces représentations, loin d'être des phénomènes sans consistance parce que sans réalité objective, comme le voudrait la vulgate constructiviste, tout est socialement construit, ce poncif qui sévit dans les premiers cycles de sciences sociales à l'université, ces représentations donc sont des phénomènes puissants qui nous font ressentir, qui nous font parler, qui nous font agir. Et il en va de même de la notion d'identité, comme j'espère vous le faire comprendre, à présent que nous voilà débarrassés de l'alternative ruineuse entre dénonciation de l'illusion identitaire et affirmation de la réalité incontournable d'une identité qui s'imposerait à nous comme un objet impose sa présence à un sujet. Et enfin, pour en finir avec les malentendus, je précise que si l'identité est subjective et non pas objective, elle ne dépend pas pour autant d'un sujet, comme le voudrait une philosophie naïvement solipsiste, qui ne connaît que des individus clos sur eux-mêmes face à la réalité du monde, ce que le sociologue Norbert Elias dénonçait à juste titre comme l'illusion de l'homo clausus, l'homme clos sur lui-même. Non, cette représentation mentale qu'est l'identité est une création collective, symbolisée par des mots et par des objets, négociée dans des interactions, portée par des institutions. Bref, elle n'est ni objective ni subjective, mais elle est une représentation sociale et à ce titre infiniment plus puissante que les réalités qui se présentent comme objectives et que les perceptions qui se croient subjectives. Équipée donc de cette double mise en garde, ni fait, ni illusion, ni objectivité, ni subjectivité, nous allons pouvoir observer comment la notion d'identité peut être utilisée non comme une arme dans un combat politique, mais plutôt comme un outil dans la compréhension du processus complexe que l'on pourrait résumer par cette question: comment peut-on être soi-même ? Mais pour cela, il y a plusieurs obstacles à éviter. Et le premier obstacle à une claire compréhension de ce qu'est l'identité est la tendance à la réduire à une dimension politique. Or, cette tendance va à l'encontre de l'histoire même de cette notion. La problématique de l'identité est apparue après la Seconde Guerre mondiale dans la recherche américaine, d'abord en psychologie, puis en anthropologie et en sociologie. Les sciences sociales européennes s'en sont emparées à partir des années 70 avec l'anthropologie, puis l'histoire, la psychanalyse, la psychologie sociale, la sociologie ainsi que la philosophie. Et c'est beaucoup plus tardivement, au début du XXIe siècle, qu'elle apparaît en politique avec une connotation plutôt marquée à droite, au point qu'identitaire est devenu aujourd'hui synonyme d'ultra-réactionnaire.
Cependant, cette problématique a été récemment reprise par la gauche, sous l'influence notamment du communautarisme américain, avec les revendications pour la défense des minorités, raciales d'abord, puis sexuelles et religieuses. Il n'est donc pas possible de considérer la question de l'identité comme étant constitutivement de droite ou de gauche. Tout dépend du contexte dans lequel elle est activée et du référent auquel elle est associée. Si le groupe de référence est en position de faiblesse, comme par exemple un peuple colonisé, la défense de son identité apparaîtra comme un combat de gauche. Si ce groupe de référence est en position de force, tel un peuple colonisateur, alors la défense de son identité apparaîtra comme un combat de droite. La réduction à un camp politique, voire à une problématique politique, relève d'un réductionnisme qui bloque la volonté de savoir, empêchant de comprendre ce qui est en jeu. Un deuxième obstacle à la compréhension de cette notion consiste, je l'ai dit déjà en introduction, à considérer l'identité comme une réalité objective, intemporelle, transcendante, qui existerait indépendamment de l'idée qu'on s'en ferait. C'est la position traditionnelle, essentialiste, métaphysique, voire théologique. Or, une telle conception est contredite par trois constats. Le premier constat est celui de la temporalité, qui soumet toute identité au changement. Cette dimension temporelle interdit par exemple de concevoir une nation comme une substance inaltérable, alors qu'elle est à l'évidence une entité historique. Les travaux des spécialistes mettent bien en évidence cette variabilité historique des définitions de l'identité d'une nation qui invalide de fait la conception essentialiste. Comme l'explique là encore Norbert Elias, il faut envisager l'identité dans sa dimension processuelle, exactement comme le temps, je le cite, « L'identité n'est pas tant celle d'une substance que celle de la continuité des transformations conduisant d'un stade au suivant ». Le deuxième constat qui va à l'encontre de la conception essentialiste ou substantialiste, selon laquelle l'identité serait une réalité déjà là, est le constat de sa dimension narrative, qui implique non seulement un processus plutôt qu'un état, mais également un récit plutôt qu'un fait brut. À la temporalité s'ajoute ainsi la médiation d'une mise en forme, quelle que soit la façon dont on désigne cette mise en forme, le récit, comme chez le philosophe Paul Ricoeur, la réflexivité, comme chez le sociologue Anthony Giddens, ou encore les jeux de langage, comme chez les philosophes Ludwig Wittgenstein ou Rom Harry. Enfin, un troisième constat achève de ruiner la croyance naïve en une réalité factuelle de l'identité. C'est le constat de sa pluralité, dès lors qu'est mise en évidence la multiplicité des définitions de l'identité en question et la labilité de ses limites. Diverses métaphores ont été utilisées pour illustrer ce caractère mouvant de l'identité, telle la fameuse barbe à papa du sociologue Erving Goffman, qui définissait l'identité personnelle comme, je le cite, un enregistrement unique et ininterrompu de faits sociaux qui vient s'attacher, s'entortiller comme de la barbe à papa, comme une substance poisseuse à laquelle se collent sans cesse de nouveaux détails biographiques. Fin de citation. C'est ainsi que, soumise aux aléas du temps, du récit et de la pluralité, l'identité n'a décidément rien d'un fait brut, d'une réalité préexistante à l'idée que s'en font les gens, et encore moins d'une évidence. Faut-il en conclure pour autant qu'elle ne serait qu'une illusion, comme le fit le sociologue Pierre Bourdieu dans un célèbre article intitulé « L'illusion biographique ». Ce serait là, comme je l'ai dit en introduction, tomber dans le piège d'un constructivisme exacerbé ou d'un postmodernisme naïf, qui ne connaît d'autre alternative que celle entre les faits bruts et les illusions, qu'elles soient autoproduites ou inculquées. En effet, le fait que l'histoire d'une nation ou qu'une biographie individuelle sont tributaires d'un travail de narration, de réflexivité, de reconstruction, n'implique pas pour autant que ce à quoi elle réfère ne soit qu'une illusion artificielle, voire mensongère. Utilisé dans une perspective critique, l'argument de la construction historique et sociale glisse du statut de découverte à celui de lieu commun, puis de dénonciation, le construit devenant synonyme de fabriqué au sens de factice, donc d'inauthentique, relevant au mieux d'une fable, d'un mythe. Et que reste-t-il d'un mythe une fois repéré comme tel?
rien. Et c'est bien la conclusion que tirent les adeptes de ce constructivisme critique. Ce qui n'a ni véritable existence, ni authenticité, on peut en faire ce qu'on veut, le modifier à loisir, s'en débarrasser ou le transformer à sa guise. C'est là le programme qui sous-tend, plus ou moins explicitement, toute réduction de la notion d'identité à une simple construction discursive, comme le voulait le philosophe Jacques Derrida, un discours soumis aux aléas de la temporalité, du récit et de la variabilité des points de vue, et qui peut donc aisément conduire à son élimination pour cause d'inconsistance. Mais ce n'est pas parce que l'identité est variable et historiquement construite qu'elle est une pure illusion sans aucune consistance. Ni illusion ni à l'opposé réalité objective, elle est, je le répète, une représentation mentale, une représentation largement partagée, exactement comme le sont les valeurs. Par exemple, s'agissant de l'identité nationale, elle est une représentation que se font les individus de ce qu'est ou de ce que doit être un pays, donc une idée au sens cognitif, en même temps qu'un idéal au sens normatif. Quoique évolutive et inégalement partagée, cette idée n'en est pas moins structurée, appuyée sur des caractéristiques objectives qui peuvent être décrites et analysées. Même ceux qui ne voient dans la notion d'identité nationale qu'une commodité de langage sont forcés de reconnaître qu'il existe bien des traits récurrents permettant de donner un minimum de consistance à cette notion d'identité nationale. Il ne s'agit donc ni d'essentialiser ni de nier l'identité, mais de l'analyser comme une représentation collective qui n'a pas besoin d'être référée à une nature ou à une essence intemporelle pour être existante et agissante. Historiquement construite, contextuelle, idéale, elle n'en a pas moins des effets concrets et parfois puissants par le nombre de ses porteurs, par la multiplicité de ses composantes, par les effets d'attachement qu'elle produit et surtout par ses ancrages institutionnels. L'identité relève donc d'une représentation partagée qui, elle aussi, oriente les discours, les actions, les attachements et n'a nul besoin pour cela d'être prise pour une réalité objective. On constate ici les ravages intellectuels produits par le déni des représentations, déni appuyé sur une conception binaire du monde où n'existeraient que des faits bruts ou des illusions, du donné ou du fabriqué, du naturel ou de l'artificiel, du nécessaire ou du contingent. Une conception qui ignore tout simplement le poids des réalités sociales et des institutions, des processus et des traces mémorielles, des aspirations et des images mentales, des mots et des catégories, bref, qui ignore la spécificité de l'existence humaine dans un monde partagé. C'était donc là le troisième obstacle à une bonne compréhension de la notion d'identité. Un quatrième obstacle est sa réduction à une seule dimension, par exemple l'identité nationale, alors qu'elle se déploie dans de multiples dimensions, non seulement nationales, régionales ou ethniques, mais aussi sexuées, professionnelles, religieuses, etc. Même si la question de la nationalité constitue un repère fondamental, l'identité individuelle est loin de s'y réduire. Elle s'articule avec une pluralité d'autres repères qui relèvent également de la définition individuelle par l'appartenance à un collectif. Ce peut être un collectif d'âge concernant l'identité générationnelle, jeunes, vieux, adolescents, quinquagénaires, etc. Un collectif de sexe concernant l'identité sexuée, homme ou femme, à quoi certains réclament aujourd'hui d'ajouter transgenre. Un collectif de religion concernant l'identité confessionnelle, catholique, protestant, juif, musulman. Un collectif de statut matrimonial concernant l'identité civile, marié, célibataire, divorcé. Un collectif de statut occupationnel concernant l'identité professionnelle, ouvrier, cadre, femme au foyer, etc. Ce sont là les repères de base qui définissent pour les sociologues et les statisticiens ce qu'on appelle les paramètres sociodémographiques, en fonction desquels sont construits les échantillons représentatifs permettant les enquêtes par sondage. Alors peuvent s'y ajouter des collectifs plus flous, plus instables, plus informels, tels que le partage d'un même niveau de richesse, riche, pauvre, d'une position politique, socialiste, libérale, d'un niveau d'études, bachelier, diplômé du supérieur, agrégé, d'une activité de loisir, randonneur, guitariste, d'une qualité, honnête, intelligent, ou encore d'une préférence sexuelle, hétérosexuelle, homosexuelle.
Le passage de ces marqueurs identitaires plus officieux aux paramètres quasi officiels de l'âge, du sexe, etc., se manifeste souvent par le glissement de l'adjectif au substantif, indiquant qu'une situation, une pratique ou une préférence forme un collectif quasi institué. On n'est plus seulement jeune, mais un jeune, appartenant donc à la catégorie des jeunes, laquelle devient un instrument de définition identitaire et non plus de description de la personnalité. Or, la pertinence de ces différents paramètres identitaires dépend du contexte dans lequel un individu est amené à se définir. Un formulaire d'état civil mettra sur le même plan le sexe, l'âge, le statut matrimonial, la nationalité. Dans le cadre d'un sondage d'opinion, la profession et souvent le niveau d'études seront des informations obligatoires. Et l'on aura plus de chances de se dire « je suis français » lorsqu'on fait du tourisme à l'étranger que lorsqu'on dîne le soir en famille. L'importance de ces différentes façons de se définir est donc relative à la situation dans laquelle se pose la question de l'identité individuelle. Certains éléments du statut peuvent être actualisés dans une situation ou bien demeurer à l'état latent, à l'arrière-plan. Un cinquième obstacle à la compréhension de la notion d'identité réside dans sa réduction soit à une opération d'assimilation à autrui, soit de différenciation par rapport à autrui. Or, nous allons le voir, ces deux dimensions, quoique logiquement contradictoires, sont l'une et l'autre constitutives du processus de construction identitaire. En effet, identité peut équivaloir à pas identique, s'agissant de constater qu'un être est bien lui-même, en latin ipse, et non pas un autre. L'identité équivaut en ce cas à un processus de différenciation par rapport à autrui. Mais dans identité, il y a aussi le sens opposé, celui de similitude, comme lorsqu'on dit qu'il y a identité entre deux termes, c'est le latin idem. La même ambiguïté vaut pour le mot identification, soit reconnaissance de la spécificité, comme dans une procédure d'état civil, soit assimilation à autrui, comme l'entend la psychologie ou la psychanalyse. Deux sens donc diamétralement opposés, différenciation, assimilation, pour un même terme, voilà une considérable difficulté à la fois sémantique et ontologique. On trouvait déjà dans la tradition scolastique cette distinction entre l'identité dite numérique, être soi-même et pas un autre, et identité dite qualitative, avoir la même qualité que d'autres. Le philosophe Paul Ricoeur y insistera lui aussi à travers l'opposition entre l'identité ipse et l'identité idem, la première répondant à la question « qui ?», la seconde à la question « quoi ?». Or, l'une et l'autre définition ont leur pertinence. L'identité n'est ni le bon être soi-même, ni le mauvais être le même que, pas plus que le contraire. Elle est les deux, aussi nécessaires l'un que d'autre à la définition d'un être. Commençons par l'identité ipse, la différenciation. Autrement dit, comment ne pas être quelqu'un d'autre? S'agissant de l'identité d'un individu concret et non pas d'un être collectif, l'opération par excellence permettant de reconnaître un être dans sa spécificité, ou comme le disait le philosophe Emmanuel Lévinas, dans mon identité inaliénable de sujet, c'est celle consistant à mettre un nom sur un visage. Le visage, avec ses traits qui non seulement particularisent un être, mais aussi donnent accès à son intériorité, ou comme disent les poètes, à son âme, en tant que lieu géométrique de la personnalité intime, et le nom propre qui, selon Ricoeur, se borne à singulariser une entité non répétable et non divisible, sans la caractériser, sans la signifier au plan prédicatif, donc sans donner sur elle aucune information. Fin de citation. Enfin, au visage et au nom propre s'ajoutent ces deux dispositifs à forte portée juridique que sont l'empreinte et surtout la signature, trait d'union entre le nom propre et le corps, faisant d'elle le signe de l'identité par excellence. C'est ainsi que tout sujet humain se différencie d'un autre par son identité numérique ou identité ipse, quelles que soient par ailleurs les caractéristiques qu'il peut partager avec d'autres. Et quant à ces caractéristiques partagées, elles définissent non plus le qui mais le quoi, autrement dit de quoi, de quelle qualité est constitué un être, quelle est son identité, au sens cette fois de l'assimilation à d'autres êtres possédant les mêmes propriétés, par exemple l'identité française. Par quoi est-il connecté à d'autres à l'intérieur de collectifs constitués d'êtres identiques? En quoi est-il le même, idem, que d'autres? Contrairement à la précédente, cette identité-là passe par de multiples marqueurs, qui peuvent être non plus le nom propre, mais des noms communs, des verbes, des adjectifs. Ces deux définitions de l'identité
par la différenciation d'avec autrui, par l'assimilation à des groupes de référence, sont donc logiquement contradictoires, tout en étant l'une et l'autre constitutives de ce qui permet de définir un être, qu'il soit collectif, la France, ou individuel, ce Français-là. On retrouve là d'ailleurs la double et contradictoire définition de la mode, comme désir de se distinguer et désir de s'associer, logique de distinction chère à Pierre Bourdieu et logique d'imitation chère à Gabriel Tarde, ce processus qu'analysait le philosophe Georg Simmel dans l'essai qu'il consacra à la mode. Alors comment résoudre cette contradiction logique? Tout simplement en ne cherchant pas à la résoudre, puisqu'elle n'est qu'une contradiction que justement sur le plan logique, alors qu'en pratique, ces deux opérations, se différencier, s'assimiler, peuvent parfaitement se combiner ou se compléter selon les contextes. Mais pour accepter cette approche anti-logiciste, il faut avoir renoncé à une conception métaphysique de l'identité qui en postulerait l'existence antérieurement à l'expérience en tant que substance unique, unidimensionnelle. Et tout au contraire, la notion d'identité n'est susceptible d'éclairer ses usages effectifs qu'à condition d'être plurielle, contextuelle, variable selon les situations, donc appelée à s'inverser de l'identité ipsée à l'identité idem, ou de l'insubstituabilité de la personne à la mise en équivalence de l'individu. Ces deux définitions de l'identité doivent donc s'analyser symétriquement en évitant toute réduction de l'une à l'autre, qu'il s'agisse de la réduction à l'identité personnelle prônée par les diverses formes de personnalisme ou de la réduction à l'identité sociale que pratique le sociologisme. Je saute un petit peu puisque Jean me fait comprendre que c'est un peu compliqué de tenir dans la durée prévue. Et je vais terminer par une caractéristique qui me tient beaucoup à cœur concernant l'identité. Je passe sur un certain nombre de réflexions sur sa multidimensionnalité, mais je vous renvoie à mon livre si ça vous intéresse. Une propriété fondamentale, c'est qu'elle ne se manifeste que lorsqu'elle pose problème. Ainsi, un mariage peut apporter du trouble dans le rapport des membres d'une famille à ce collectif qu'est la lignée ou la cellule familiale. La révélation d'actes délictueux commis par des prélats peut apporter du trouble dans le rapport des pratiquants d'une religion à leur collectif de référence. Et les changements de mode de vie induits par l'arrivée d'étrangers peuvent apporter du trouble dans le rapport des membres d'un peuple à leur culture, celle-ci pouvant signifier soit ce qu'ils perçoivent comme spécifique de leur identité collective, soit ce qu'ils sélectionnent comme le plus apte à la valoriser, soit encore l'image que leur renvoient les observateurs étrangers, selon donc les trois dimensions autoperception, représentation, présentation, désignation, qui caractérisent le processus de construction identitaire. Pas d'identité donc sans crise d'identité. Plus encore que pour ces entités collectives que sont les peuples ou les cultures, cette règle se vérifie à propos des êtres humains dont les crises d'identité, à l'occasion desquelles ils découvrent qu'ils ont une identité, voire plusieurs, sont particulièrement problématiques du fait qu'elles se déploient selon les trois dimensions donc de l'autoperception, de la présentation et de la désignation par autrui. À l'état normal, non problématique, les trois moments de l'identité sont bien associés les uns aux autres, sans contradiction, sans incohérence. L'identité est alors quelque chose à quoi l'on ne pense même pas. Ce n'est pas qu'elle soit inexistante, mais c'est qu'elle demeure, si l'on peut dire, muette. En revanche, toute dissociation entre l'autoperception, la façon dont on se perçoit soi-même, la présentation, la façon dont on se présente à autrui, et la désignation, la façon dont on est désigné par autrui, toute dissociation donc entre ces trois moments ouvre une crise identitaire qui peut ne pas être perçue comme telle, mais s'éclaire pour peu qu'on l'analyse à la lumière de ce modèle. Pensons par exemple au cas des transsexuels amenés à déployer d'énormes efforts, corporels autant que juridiques, pour faire coïncider par leur présentation de soi ces deux moments de l'identité sexuelle que sont leur désignation comme homme et leur auto-perception comme femme ou l'inverse. Ces crises d'identité peuvent advenir à différents moments d'une vie, à l'occasion d'épreuves, parfois apparemment anodines, un anniversaire, une remarque désobligeante, parfois attendues, un changement de statut professionnel ou matrimonial, parfois traumatique, un accident, un conflit de loyauté.
Mais si les troubles identitaires ne sont pas toujours guérissables, comme en témoignent bien des névroses, voire des psychoses, ils peuvent néanmoins se résorber, se traiter et parfois s'évaporer, rendant du même coup inutile l'invocation de l'identité. Effort de délimitation de soi, effort de mise en cohérence de soi, effort d'agrandissement de soi, autant de techniques de réparation identitaire plus ou moins efficaces, mais rarement identifiées comme telles. Pour finir, je rappellerai que l'identité se joue non seulement dans la relation entre le présent et le passé du sujet, mais aussi dans la relation entre ce qu'il est au présent et ce qu'il sera, ou plutôt ce qu'il vise à devenir, ce qu'il projette de lui-même dans un futur plus ou moins défini. Rêve de grandeur, fantasme de reconnaissance à venir, ou tout simplement sentiment d'une vocation à accomplir, qui nous permettra d'être pleinement nous-mêmes, participent également de la gestion de ces multiples problèmes identitaires qui peuvent chez certains occuper une grande part de leur existence, tandis que pour d'autres, il n'existe pas plus que la notion d'identité elle-même. J'espère ainsi vous avoir fait comprendre que les crises d'identité révèlent par contraste à quel point la cohérence identitaire est un élément fondamental de la compétence à la vie sociale et au-delà du bonheur d'exister. C'est dire que bien au-delà de l'arme que certains veulent en faire, la notion même d'identité doit d'abord être considérée comme un outil pour comprendre notre rapport au monde, et c'est donc ma réponse à la question « L'identité, pourquoi faire ?» Merci de votre attention.